Chers téléspectateurs de Wafrica TV, bonjour. Bienvenue dans cette émission que nous avons choisi d'appeler Interrogeons-nous. L'idée étant de réfléchir sur des concepts que nous utilisons chaque fois. L'idée étant de mettre un contenu sur des concepts qui nous servent au quotidien et qui parfois nous échappent dans leur sens, dans leur contenu, dans leur maîtrise. Bonjour, professeur Mouchili. Bonjour, et merci de m'avoir invité. Merci d'avoir accepté encore une fois l'invitation de Wafrica TV. Ce matin, nous allons nous intéresser au concept d'éthique et de morale. Qu'est-ce que ça vous suggère, les deux concepts? La première impression à la rencontre de ces deux concepts, c'est de savoir que lorsque l'homme a voulu devenir un humain, il a fondé les bases de ce qu'il entend par être humain. Et ces bases, c'est des principes de sociabilité qui intègrent la reconnaissance par chacun d'autrui et la volonté pour chacun de savoir qu'aucune liberté n'est illimitée. Par conséquent, pour chaque chose que nous faisons, il doit y avoir des règles déontologiques qui encadrent ces différentes disciplines. Okay. Et il y a aussi des limites à partir des interdits que nous fixons qu'on ne devrait pas dépasser. C'est la zone d'être de la morale. Non, avant que nous n'entrions dans la définition, amusons-nous un peu. Ça vous suggère quoi? Mai 68 en France, où on dit il est interdit d'interdire. Mai 68, vous savez, lorsque vous avez choisi la voie de démocratiser, parce que mai 68 est la conséquence de la révolution de 1789, liberté, égalité, fraternité, où on pense que désormais, il n'y a plus de clivage à l'intérieur de la société française. Tout ce qu'on doit avoir devrait être le fruit du mérite. Voyez-vous, il n'y a plus de castes. Les classes sont détruites. Mais 1789 n'est pas une satisfaction totale parce qu'on revient encore à l'Empire avec Napoléon Bonaparte, oui, qui a voulu sortir une fois de plus, qui est sorti une fois de plus de la République. Bon, mais ça ne va pas mettre long parce qu'on va revenir en 1905 à l'élaboration d'une république qui ne pourra plus connaître de bouleversements. Mais est-ce que cette république satisfait les attentes démocratiques de la population? Le ras-le-bol est atteint en 1968. Et le général de Gaulle et son gouvernement sont vomis. On pense que les interdictions que subissait le peuple français allaient au-delà de ce qu'on veut à l'intérieur d'une démocratie. Merci, professeur, pour ce détour qui nous met de plein pied dans notre exposé. Si je considère la morale comme antérieure à l'éthique, est-ce que ça vous dérange? Parce que ça me dérange. Ça me dérange parce que lorsque nous lisons un auteur comme Kant qui a beaucoup travaillé sur les questions de morale, ce que nous réalisons, c'est que si on met en application ce que Kant entend par morale, la vie n'est plus possible. Voyez-vous? Oui. L'éthique, au moins, rend possible la vie parce qu'elle est essentiellement descriptive. La morale est prescriptive. Ça veut dire, par exemple, tu ne tueras point. Dans cette injonction où on n'explique pas, où on subit le diktat d'un principe qui ressemble à une loi pour nos États modernes, il est impossible de penser à la possibilité d'existence d'une révolution à l'intérieur de la société. Prof, on s'est peut-être mal compris. Oui, oui. Je parlais bien d'antériorité et pas de supériorité. Non, l'antériorité de la morale à l'éthique, moi je ne pense pas.
Vous parlez sur la base d'un principe chronologique. Oui. Non. Voyez-vous, les hommes existent et constatent que la jungle ne peut pas être un endroit de vie commune. Oui. Alors, il faut créer les conditions d'élaboration d'une vie sociale harmonieuse. Alors, la morale ne peut pas avoir précédé L'éthique. les risques qu'on veut éviter en créant les modalités et les interdits qui encadrent le vivre ensemble. Maintenant, définissons les concepts. Qu'est-ce que la morale? La morale, dans son étymologie, est un ensemble de principes prescriptifs. Prescriptifs, vous devez qu'on insiste sur le concept de prescriptif, qui détermine le sens et les valeurs qui doivent encadrer le vivre ensemble. Oui. Lorsqu'on arrive à l'éthique, on pense, et on intègre le jugement. C'est-à-dire, est-ce que les valeurs morales doivent être inflexibles? Si on voit que s'il n'y a pas de flexibilité, la société n'est pas possible, alors la seule valeur rendant possible la pérennité de la société, c'est l'éthique, parce que cette fois-ci, nous sommes dans des valeurs qui peuvent connaître une flexibilité. Est-ce qu'on peut considérer que l'éthique, c'est le questionnement sur la morale? Oui, c'est le questionnement, c'est l'interrogation de la valeur morale d'une chose. Oui. L'interrogation sur la valeur morale d'une chose. Oui. Et dans cette interrogation, dans chaque interrogation, il y a la perspective critique qu'on doit absolument envisager. Oui. Parce que ces valeurs peuvent être modélées en fonction du cours de l'histoire et selon que des besoins au cours de cette histoire peuvent évoluer et que la possibilité de réaliser ou de combler ces besoins ne dépend plus nécessairement des données naturelles, mais d'une construction civilisationnelle. Et dans la civilisation, en ce moment-là, on doit trouver des mécanismes de réaménagement de la perception de la morale. Et c'est à ce niveau que l'éthique est fondamentale lorsqu'il faut interroger la productivité d'une morale. Donc, c'est-à-dire la proactivité de l'homme par rapport à son histoire l'amène à s'interroger sur la valeur de la morale. Professeur, que l'éthique nous suggère une nouvelle morale. C'est-à-dire qu'après le processus d'interrogation, bien de questionnement d'une valeur, forcément, puisque vous avez commencé par nous montrer que c'est le principe de sociabilité qui sous-tend ces concepts. Donc, est-ce que après l'interrogation, cette éthicité, appelons ça comme ça, est-ce que ce n'est pas une nouvelle morale qui nous est suggérée, même si elle est provisoire? Oui, si vous parlez en termes de provisoire, là c'est indiscutable. Oui. Mais maintenant, l'éthique, plus qu'elle est flexible, plus qu'elle est descriptive, et elle doit nous préparer à comprendre que les valeurs morales qui fondent l'existence de notre société peuvent être aménagées. Oui. Ou bien réaménagées. Oui. Et en ce moment, l'éthique est l'instance dans laquelle on évalue de nouveaux risques qui naissent peut-être de notre propension à la recherche, à la civilisation technique. Oui. Et on réinterroge la morale qui nous a d'abord mis ensemble et qui a encadré ce vivre ensemble. Si on réalise qu'en y restant,
n'est-ce pas? Oui. Il n'y a plus évolution dans la société. On est obligé de casser ces principes. Je vais prendre un exemple. Revenons à la société médiévale, où il y a une certaine hiérarchisation de la société qui s'achève au niveau de l'intercesseur entre les hommes et Dieu. Oui. Parce que dans les théocraties, alors, voilà par exemple une société fondée sur une base morale qu'on veut envisager comme imperturbable. Mais c'est sans compter avec la capacité qu'a l'homme de contester les valeurs établies. Et vous voyez que, à force de fonder la vie sociale en morale, et à force de constater que ces valeurs peuvent être battues en brèche à n'importe quelle occasion, oui, des révoltes dans la société, on a préféré que les sociétés contemporaines s'établissent par-delà le bien et le mal, c'est-à-dire par-delà la morale. Oui. Aujourd'hui, nous avons des lois qui ne sont pas là pour différencier, pour nous permettre de différencier entre le bien et le mal, mais qui nous imposent de savoir ce qu'on entend par le permis et le défendu. Voilà donc, dans notre système social, parce que ce qu'on appelle la raison d'État surplombe les valeurs, toutes les autres valeurs. C'est-à-dire, il n'y a pas de valeurs en société si ces valeurs ne sont pas soumises à l'appréciation du système de loi qui réglemente le vivre ensemble dans un État. Maintenant, il reste que ces valeurs étatiques-là soient elles-mêmes questionnables. Elles sont questionnables. Oui. Et c'est la raison pour laquelle l'éthique, on en parle beaucoup plus qu'on parle de la morale. Oui. Parce que ça a donné le vent en poupe à l'éthique. Oui. Et l'éthique maintenant va nous amener, lorsqu'on veut faire des appréciations morales, à tenir compte des circonstances, à tenir compte de plusieurs autres paramètres et à tenir compte du niveau même des personnes au niveau, à l'échelle psychologique, mentale, sociale ou intellectuelle. Qui sont impliqués dans la situation qu'on a à examiner. Prof, est-ce qu'on pourrait s'interroger par exemple sur les fondements de l'éthique? Parce que si tout est bousculable, j'ai étudié, vous le savez, en thèse, Yugen Habermas, avec son éthique de la discussion, où tout est questionnable. La question qu'on se pose, c'est en tant qu'humain, est-ce qu'il y a une permanence dont on doit tenir compte avant de commencer l'interrogation, ou bien pendant qu'on s'interroge? Il y a une permanence. Ce serait laquelle? La prise en charge du vivre ensemble comme la valeur absolue. Oui. Parce qu'il n'y a pas d'homme en dehors de la société. Oui. On doit tout faire, mais on ne doit jamais disloquer la société. Lorsqu'on a l'impression que la société est en train d'être disloquée, c'est un mouvement de révolution qui peut être latent ou précipité, ou violent. Est-ce que ce n'est pas votre africanité qui parle là maintenant, au moment où les droits individuels semblent être bafoués? Ici. Bafoués, ici. Mais maintenant, ailleurs, les droits individuels semblent être pressants, soit être plus prégnantes que le droit collectif. Oui. Voyez-vous, c'est un jeu dialectique à l'intérieur de la société, quand même on serait africain. Voyez-vous, bon, on veut mouler un peuple à partir d'un ensemble de principes qu'on veut inattaquables. Oui. Mais est-ce que ce peuple suit? Et comment interprétez-vous cette montée, peut-être d'une jeunesse droguée, d'une jeunesse qui semble sortir du cours de l'histoire parce que les valeurs qu'on lui enseigne
ne sont pas nécessairement appliquées par ceux-là qui sont les porteurs de ces valeurs Oui. et qui les enseignent. Voyez-vous? Oui. Quand on vous dit de faire l'école parce qu'elle prépare à la maturité, Oui. est-ce que vous pouvez penser, s'il faut prendre des exemples concrets, que celui qui a fait l'école exprime sa maturité sur une moto-taxi? Je suis que non. Voilà. Bon, comment voulez-vous ne pas voir une logique de désobéissance aux institutions quand la jeunesse plonge de plein pied dans la drogue, dans le banditisme? Voyez-vous? Oui. C'est une jeunesse peut-être naïve, mais comment interroger la prégnance de cette naïveté? Il faut voir ça dans le fait que c'est de façon très prématurée qu'on entre dans la drogue. Oui, oui. On n'a pas encore construit l'intelligence qui peut faire la masse critique par rapport à un système qu'on voudrait peut-être modifier ou changer. Prof, c'est peut-être parce qu'à la base, il n'y a pas une éducation, soit familiale, sociale, ou dans les formes de vie, ou même républicaine, qui ne tient pas compte de la réalité. Oui. Qu'est-ce que la famille dans un contexte de pauvreté continue? Voyez-vous? Oui. La famille est une institution Oui. à l'intérieur de laquelle chacun joue un rôle particulier. Maintenant, est-ce que le parent peut jouer le rôle des parents face à un enfant à qui il ne peut rien fournir comme moyen de développement de soi? C'est pas possible. Prof, est-ce qu'il n'est pas temps Oui. que l'État recommence à reconnaître la famille comme institution et à ce moment à tenir compte de ce qui peut être acquis au niveau de la famille dans le processus de l'éducation? Dit ainsi administrativement, dit ainsi, on va vous dire, nous reconnaissons la famille comme institution. Je peux prendre le cas de notre pays, oui, qui a un ministère de la promotion de la femme et de la famille. Bon, maintenant, est-ce qu'il faut qu'une institution existe ou alors est-ce qu'il faut qu'on prépare la population dans les faits quotidiens à penser que la famille est sacrée? Voyez-vous? Oui. Ces ministères peut-être ont des antennes partout ailleurs, mais il faut déjà voir éduquer une jeunesse implique la présence factuelle et non idéale. Je dis bien idéal, pas idéal, idéal. Oui. Parce que lorsque nous restons dans les idées, nous tombons encore dans la critique que Karl Marx adresse aux philosophes, qui au lieu de dialoguer tout le temps sur des questions peut-être fondamentales, de discuter sur des questions fondamentales, de discourir, devraient plutôt s'acharner, même s'ils veulent juste penser, à la transformation du monde. Oui. Est-ce que nous pensons pour transformer? Quel est le contenu des programmes philosophiques dans nos universités? Là, c'est un peu une question qui relève de ma compétence. Oui. C'est juste que, en tant que membre de la société éducative, je peux porter un jugement. Non pas pour remettre en question les acquis, oui, mais pour amener à la réévaluation du déjà là, afin de poser des bases qui nous projettent plus résolument vers le développement. Voyez-vous? Est-ce que, à quel moment, à quelle instance, quelle est l'instance sociale qui met en place un cadre éthique? Il n'y en a pas d'instance. Il n'y en a pas. Tous les éléments d'une société
doivent participer à la réalisation, par exemple, de l'éthique communicationnelle, comme vous avez vu chez Habermas. Oui. Oui. Parce que dans l'agir communicationnel, cela intègre tous les maillons de la société. Oui. Bon, mais si donc cela intègre tous les maillons de la société, chacun a sa partition à jouer. Mais il y a une instance qui qui a le monopole de la régulation. Oui. Comment réguler donc le système communicationnel présent à l'intérieur de l'État? Il faut une éthique de la discussion. Oui. Il faut une éthique de la prise en charge de la jeunesse. Oui. Et cette éthique doit s'exprimer fondamentalement en termes de devoirs. Voyez-vous? Oui. Parce qu'il s'agit des fonctions régaliennes de l'État. Oui. L'État doit se fixer un objectif et penser le modèle d'éducation qui doit conduire la jeunesse à la réalisation de ce modèle d'homme, de cet objectif de développement. Prof, est-ce que les formes de vie, appelons ça ici pour la compréhension de nos téléspectateurs, est-ce que les systèmes de croyances participent à une formation éthique, à un questionnement des comportements, des arts de vivre dans la société? Bon, à partir du moment où nos religions, dans les États modernes, sont pensées comme des institutions morales, on pourrait le dire. Mais l'éthique du vivre ensemble nous amène à remettre en question tout dogmatisme. Voyez-vous? Oui. Il faut travailler pour que la société dans laquelle nous vivons soit toujours en train de réaliser son propre paradis. Oui. Mais à partir du moment où nous vivons pour mériter une vie d'ailleurs, une vie qui va se faire ailleurs qu'ici, Oui. on a l'impression que toute notre responsabilité ne consiste pas en la réalisation de la société à laquelle nous appartenons déjà. Elle consiste à réaliser une société dont nous rêvons. Voilà, à laquelle nous rêvons parce qu'on croit que c'est là-bas qu'il faudra s'installer dans l'éternité d'une vie heureuse. Il faut peut-être penser que les croyances sont le problème de la morale et de l'éthique. Oui, dans un sens parce que lorsqu'on est dogmatique, on ne pense pas à l'évolution. Mais aussi, ces croyances, parce que nos sociétés qui se sont laïcisées n'ont pas toujours les moyens à l'échelle étatique de prendre en charge tout le vécu des populations, Oui. tous les besoins des populations. Ce qui fait que l'État peut déléguer certaines de ces fonctions régaliennes, à des entités comme les formes de vie, comme des systèmes de croyances, comme la famille, par exemple. Oui, comme la famille. Mais ça ne signifie pas que notre religiosité devrait prendre le pas sur l'État. C'est même l'État qui accorde un créneau d'existence à la religion. Oui. Ouais. L'Église n'est pas au-dessus de la religion. Puisque pour faire une église, il faut avoir l'autorisation. Il faut avoir l'autorisation. Donc, l'État est au-dessus de la religion. Parce que l'État fait la promotion d'une éthique de la sociabilité, Oui. d'une éthique de la citoyenneté. Et la religion est une personne morale et donc citoyenne à l'intérieur de l'État. Prof, est-ce que, sortons un peu des croyances spirituelles ou bien traditionnelles telles qu'on connaît, est-ce que sur le plan du raisonnement, est-ce qu'il n'y a pas un moment, est-ce que ce qu'on appelle un postulat de raisonnement ne peut pas être considéré comme quelque chose de fixe à partir duquel on réfléchit? Auquel cas, dans le cadre de l'éthique, on ferait une analyse à partir de quelque chose. Oui. Quand nous établissons un postulat, comme le principe devant régir nos modes de raisonnement, il y a toujours cette fixation qui peut nous amener à oublier l'essentiel.
Moi, je pense que c'est notre rapport au monde qui doit être le premier instant d'éveil de la conscience. Parce que l'homme est marqué, lorsqu'il arrive au monde, par un premier principe qui est fondateur de son existence, l'instinct de survie. Oui. La raison vient après. Oui. La raison doit être plutôt considérée comme l'effort fourni par l'homme pour réglementer les agissements de l'instinct de survie. Voyez-vous? Oui, prof. Oui, oui. Est-ce qu'on peut raisonner sans postulat? Est-ce que c'est possible? Mais on raisonne par rapport à la relation qu'on veut établir entre nous et l'environnement dans lequel nous vivons. Mais au préalable, on a posé quelque chose. Non, ce qu'on pose, c'est que... Bon, je ne pense pas qu'on pose quelque chose pour ma part. Parce que chaque fois qu'on pose, ça veut dire qu'on veut penser à un principe d'hétéronomie. Oui. Or, l'homme est un être autonome. Oui. Du moins, de mon point de vue. Oui. Oui, oui. L'homme est un être autonome qui peut par lui-même ériger par après des principes qu'il juge comme valeur. La liberté, par exemple, est une valeur fondatrice du vivre ensemble. Et ce n'est pas un postulat qui existe avant la pensée qui réalise cela. Non. Nous sommes nés dans une nature originellement hostile. Et dans la confrontation, parce que c'est un rapport de confrontation, de violence qui existe au départ entre l'homme et la nature. La nature étant nécessairement hostile. Voyez-vous, que dit Rousseau à ce propos? L'homme arrive au monde moins animal que l'animal parce qu'il a moins d'instinct. Or, l'animal a cet avantage d'être né avec des capacités de résistance à l'hostilité de la nature. Oui. Parce que je ne pense pas qu'un nouveau-né homme est plus disposé à survivre aux intempéries Qu'un animal. Qu'un animal. Oui. Voyez-vous, qu'une brebis. Voyez-vous, ce n'est pas les mêmes données. Oui. Bon, maintenant, l'homme a beaucoup plus d'efforts à fournir que l'animal pour amener la nature à accepter ses désirs. Ce qui signifie, en fin de compte, que nous avons à nous interroger dans les types de comportements que nous adoptons, dans tout ce que nous prenons comme attitude au quotidien pour que la vie ensemble avec les autres soit possible. Chers téléspectateurs, c'est sur ce mot, et nous allons le donner le dernier au professeur Mouchili, que nous terminons cet entretien sur l'éthique et la morale. Prof. Le vivre ensemble n'est possible que si à l'intérieur d'une société, il existe un ensemble de valeurs sur lesquelles on ne peut discuter dans le sens d'une remise en question. Parce que même dans l'agir communicationnel dont vous avez parlé tout à l'heure, il s'agit de créer une éthique de la discussion et aussi de savoir qu'il existe un ensemble de valeurs qui définissent les rapports entre les hommes, mais ces valeurs sont ouvertes à la discussion, à des remaniements ou à des modifications. Je vous remercie. Merci, professeur Mouchili. Chers téléspectateurs, n'oubliez pas de vous abonner sur notre site. Merci, à très bientôt sur Africa TV.